m'entendez bien, ça va avec les micros? Ok, bah écoutez, bienvenue à tous d'abord, merci de vous être levé un petit peu tôt. Vous entendez là? Quand c'est vrai, voilà. Dites-moi si vous entendez pas. Écoutez, d'abord toutes nos excuses parce qu'on devait être à côté, là, à l'atelier Renault, parce qu'il y avait l'idée des voitures un peu du futur par rapport au thème d'aujourd'hui. Malheureusement, on a eu un petit peu de succès puisqu'il y a beaucoup de monde qui est venu et donc on s'est rabattu sur cette salle qui est un petit peu plus grande. Donc je vais vous présenter l'ordre du jour de notre petit déjeuner. Donc, moi je vais vous faire une introduction, vous parler dans les grandes lignes de la révolution numérique. Ensuite on a demandé à quelqu'un que je connais bien qui s'appelle Didier Truc, qui est le président de l'imprimerie nationale, de nous amener un témoignage de ce qu'il a fait dans les 4-5 dernières années à l'imprimerie en se lançant justement dans le numérique. Et puis ensuite, j'ai deux collègues qui viendront parler. Alors on a choisi deux thèmes plus spécifiquement, tout ce qui est cloud computing, que je pense que vous connaissez déjà un petit peu, et puis quelque chose que les gens connaissent moins, qui est le big data, et ce que ça peut apporter aux entreprises. On fera vraiment un tout petit rappel sur le financement de l'innovation, parce que les grands groupes savent comment les choses fonctionnent, mais les plus petites sociétés moins. Et puis Pierre Sinodinos, qui est assis ici, nous fera une conclusion. Donc, avant qu'on démarre, juste un transparence sur la société Anéo, pour ceux qui ne nous connaissent pas. On a des clients, mais on a également des prospects dans la salle. Donc Anéo, c'est une PME française qui a été créée par Pierre Sinodinos il y a 12 ans. Et on est sur deux pôles d'activité, un pôle de conseil en organisation et management, assez opérationnel, même très opérationnel, et puis surtout un pôle en technologie, donc avec des pratiques assez classiques comme l'architecture des systèmes ou le développement de logiciels, mais surtout maintenant tout ce qui touche aux nouvelles technologies du numérique. Donc notre chiffre d'affaires 2013, 25 millions, et il y a 220 collaborateurs dans la structure Anéo. Alors j'ai essayé de vous faire un petit schéma qui résume en fait tous les mots que l'on entend ou dont on lit quelque chose dans les magazines. Et donc moi en fait j'ai souhaité faire ce petit déjeuner parce que je ne viens pas du tout de la technologie, et quand j'ai intégré Anéo il y a 1 an, j'ai commencé à discuter avec mes collègues, et en toute sincérité j'étais un peu loin de tous ces sujets-là. Et donc après avoir un petit peu appris, on ne va pas dire que je suis spécialiste maintenant, j'ai commencé à en parler autour de moi pour voir si les gens en savaient un peu plus que moi. Et je me suis aperçu qu'il y avait des gens qui connaissaient, mais il y avait quand même pas mal de monde qui n'était pas vraiment sensibilisé à ces thématiques. Donc vous voyez pas mal de choses. On va parler plutôt des deux cloud computing big data. Alors pour ceux qui ne savent pas, je ne savais pas non plus au départ, BYOD c'est Bring Your Own Device. Donc on a beaucoup par exemple de personnes qui télétravaillent. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir un matériel donné par l'entreprise, on travaille directement avec les systèmes de mobilité depuis son ordinateur personnel. On ne parlera pas, par exemple, d'impression 3D, c'est dommage parce que pour les industriels, si vous avez un peu lu sur ce sujet, il y a beaucoup de choses qui évoluent. Et puis les objets connectés, ça sera peut-être également l'objet d'un autre petit déjeuner. Alors, juste un petit rappel, en fait, tout le monde se rappelle, il y a 15 ans, en fait, la révolution numérique, on peut dire qu'elle démarre avec les premiers mobiles, et puis l'Internet. Et puis, si on fait le tour dans la salle, tout le monde a un smartphone dans la poche, les réseaux sociaux, les tablettes, et puis ça continue, on aurait pu mettre les lunettes Google. Enfin, je ne sais pas si on est encore équipé. Et donc, en fait, ce qu'on voulait montrer dans un premier temps, c'est qu'au début des années, au milieu des années 80, toutes ces innovations ont été poussées par les entreprises. Et puis assez rapidement, avec la baisse des prix au milieu des années 2000 et l'arrivée des smartphones, on est tous donc au niveau de particulier, on est tous équipés de ces nouveaux équipements-là. Et en fait, ce que l'on voit, c'est que les entreprises ont un petit peu de mal à suivre sur cette nouvelle technologie, et que en fait, excusez-moi, et qu'en fait, je passe à la suivante, excusez-moi. Donc en fait, ce que je voulais dire, c'est que la dématérialisation de l'économie se passe surtout au niveau des particuliers. En fait, c'est les secteurs B2C qui sont impactés les premiers. Donc je vous ai mis quelques chiffres en rappel ici.
Donc on a des secteurs comme tout ce qui est musique, livres, presse, avec des fortes baisses et des changements très très importants. Ces secteurs-là ont vu des acteurs assez importants disparaître. Par exemple, c'est une coïncidence, mais on est en face de ces Virgin, et comme vous avez pu voir récemment, Virgin a quasiment disparu. Par contre, on voit l'apparition de nouveaux entrants, et donc, une fois de plus, on est dans les secteurs du B2C, donc avec des sites internet comme Expedia, lesfurets.com dans les assurances, PayPal qui a pris une position entre les banques et les particuliers. Et en fait, on voit arriver également des sites, je ne sais pas si vous avez entendu parler, surtout les gens de l'automobile et de l'aéronautique, ont des services comme par exemple SupplyOn, qui est un gros service qui permet de faire c'est une grosse plateforme d'approvisionnement. Et donc ce que l'on essaie de faire passer tout simplement comme message, c'est que les choses s'accélèrent énormément. Il y a beaucoup de changements qui s'est passé sur le B2C, mais tout ce qui est B2B commence à être impacté, également les secteurs de l'assurance et les secteurs de la santé. Donc ce secteur-là, ce changement-là, cette transformation, ce que l'on pense quand on voit ce qui s'est passé déjà dans le secteur de B2C, c'est avant tout un changement qui concerne le directeur général et son comité de direction, avant de concerner les gens techniciens de l'informatique. Et on souhaitait vous sensibiliser certainement à ça ce matin et vous parler donc des deux sujets que je vous ai évoqués, le cloud et le big data. Donc je vais passer la parole à Monsieur Truc qui va nous parler de ce qu'il a fait en 4 ans à l'Imprimerie nationale, en passant, comme il l'a écrit, du traditionnel au numérique. Comme je l'ai écrit. Bonjour. Vous m'entendez sans micro? Oui. Bon, voilà, c'est plus facile. Donc 10 minutes, hein, c'est ça, ouais, un quart d'heure. Donc moi je suis le président directeur général de l'Imprimerie nationale depuis 2009. L'Imprimerie nationale, c'est une vieille maison. Au départ, c'est une vieille administration, c'est 1538. Mais c'est une maison qui est devenue une société privée, donc de droit privé, en 1993, puisque le 31 décembre 1993, elle a été organisée sous forme de SA. Et là, les ennuis ont commencé pour la société, puisqu'il fallait qu'elle suive une gouvernance d'une société privée sur un marché qui était un marché à la fois dépendant des administrations et dans le secteur de l'impression. Et donc, dans les années 2000, la société a été fortement chahuté sur ces marchés et a été restructurée de manière très lourde. Et donc moi, quand je suis arrivé en 2009, j'ai trouvé une entreprise qui était affaiblie après la restructuration. En fait, ils avaient supprimé une vingtaine de filiales, ils avaient supprimé la moitié des effectifs. Ils étaient capables de décrire ce qu'ils avaient avant, mais pas ce qu'ils étaient en train de faire. Et en phase 2, ils avaient un marché sur lequel ils voyaient l'impression diminuer. Alors, tout le monde parle de la dématérialisation. Ceci dit, l'impression, ça va rester pendant quelques années. La dématérialisation, même si elle commence à démarrer, ça ne se fait pas en une journée. Ça se fait sur une, voire 2 générations. Mais ceci dit, ils étaient au milieu de en tout cas, ils avaient cette vague, on va dire, en phase 2. Ils avaient, au-delà du challenge, on va dire, lié à la dématérialisation, ils avaient aussi un challenge lié au service, je reviendrai, puisqu'une partie des activités de l'imprimerie, finalement, c'était du service. Et on ne s'invente pas fournisseur de service quand on est un imprimeur. Et puis, une restructuration oblige, pas beaucoup d'investissement. Et le business model de l'entreprise à l'époque, c'était un fournisseur de documents, puisque l'État a conservé la fabrication des titres régaliens au sein de l'imprimerie, donc votre passeport, votre carte d'identité, votre permis, c'était par nous. Et donc on avait un client, on va dire presque monoclient, qui était l'État, ministère de l'Intérieur, fourniture de produits, titres. On avait une identité associée fortement au secteur public, l'imprimerie nationale, on pensait État, pas du tout international, encore moins privé. On avait une société après restructuration qui était avec un chiffre d'activité autour des 100 millions d'euros, une trésorerie
une limite, en tout cas qui ne permettait pas grand-chose parce qu'on avait encore pas mal de dettes sociales et un équipement. Et on a reconstruit cette société comme... on a reconstruit, je pense que s'il y a un charte à retenir, c'est celui-là. En fait, on est parti de nos produits, et la chance qu'on avait sur ces produits, c'est qu'ils deviennent intelligents. C'est-à-dire qu'on incorpore aujourd'hui, dans un passeport, de l'électronique. Et donc le challenge de l'entreprise, c'était comment on incorpore cette électronique dans nos produits. Si vous avez un passeport sur vous, à l'intérieur de votre couverture, vous avez l'électronique. Dans cette électronique, on vient personnaliser de la donnée. Alors c'est de la donnée, c'est votre nom, c'est votre adresse, mais c'est aussi votre photo, c'est aussi votre empreinte biométrique. Et donc le challenge de l'entreprise, c'était comment on adopte finalement les métiers de l'électronique, on embarque avec nous du support. Non, vous n'entendez pas au fond? Vous n'entendez pas au fond, c'est pour ça? Ça va mieux? Donc comment on incorpore ces métiers de l'électronique et la personnalisation. Et donc de pur imprimeur, finalement, il a fallu prendre de la compétence autour du métier d'électronique et développer un métier de personnalisation. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a fait ça pour le passeport, mais on a fait ça sur tous les autres titres. Le deuxième challenge qui se posait sur les autres titres, c'était on passe d'un support papier à un support polycarbonate. Donc il fallait mettre en œuvre toute une dimension de technologie pour qu'on utilise finalement du support polycarbonate et non pas du support papier. Alors intéressant, c'est que la compétition qui a bien comme ça, notamment la compétition électronique, elle s'était dit c'est un moyen pour eux pour rentrer dans ce nouveau marché et de se placer finalement entre nous et nos clients pour ramener ce niveau d'électronique. Et donc si on ne faisait rien, non seulement on aurait été cantonné à fabriquer uniquement le support papier ou le support polycarbonate, mais on aurait perdu en plus la relation avec nos clients. Donc il n'y avait pas le choix. Il fallait qu'on maîtrise ces métiers d'électronique, qu'on réinvente une solution. Et là, on s'est dit, il y a une autre opportunité pour nous, c'est que finalement, pour fabriquer un titre, pour le personnaliser, il faut mettre une infrastructure en place qui permet, si vous voulez, à la fin, qui permet finalement à un État ou à un client de le personnaliser. Et donc, on est monté en compétences pour pouvoir maîtriser, là encore, les compétences d'installation, de définition et d'installation de ces infrastructures, pour pouvoir repartir ensuite vers nos clients en leur disant non seulement on est capable de faire la nouvelle génération de produits, mais en plus on peut vous organiser l'infrastructure qui va avec, et donc demain vous serez capable vous-même d'aller personnaliser ces produits. Alors quand on dit ça, on dit c'est quelque part c'est ambitieux. Je pense que c'était pas tellement ambitieux, on n'avait pas le choix. Si on n'avait pas fait ça, on aurait, et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé dans pas mal de pays, on aurait vu une partie de notre business finalement disparaître par de nouveaux entrants qui s'étaient placés, encore une fois, entre nous et notre pays. Alors c'est un challenge qu'on a réussi. Vos passeports aujourd'hui sont tous biométriques. Pour ceux qui ont des enfants, vous avez dû les voir arriver avec des permis, des nouveaux permis qu'on a sortis depuis septembre, qui sont sous format carte de crédit. Je fais circuler tout à l'heure. Vous avez un nouveau titre qui sort aussi, qui est un titre de séjour qui gère au niveau de l'Europe. Voilà, tiens, vous avez là, super. Vous avez votre carte grise aujourd'hui. Je ne vais pas circuler, mais je sais pas si. Vous avez toutes ces formes de badges, d'agence, si vous voulez. Alors, c'est des produits qui sont très technologiques, parce que vous avez, pour les fabriquer, vous partez, c'est pas des feuilles de papier, c'est des feuilles de polycarbonate, vous insérez tous les éléments de sécurité à l'intérieur, et ensuite, vous pouvez personnaliser l'identité et les données finalement à l'intérieur des puces qui sont dessus. Et donc, le premier axe que l'on a travaillé dans l'entreprise, c'était passer de fournisseur de produits à fournisseur finalement de solutions d'authentification autour des titres régaliens ou autour des identités professionnelles. Deuxième axe, on était quand même des imprimeurs, on perdait énormément d'argent, donc il fallait déjà remettre un outil industriel qui soit au moins à l'équilibre, mais on avait un positionnement qui était intéressant, c'est qu'on a installé une plateforme, on a à peu près une centaine de fournisseurs qui travaillent avec nous, donc on était capable à tout moment de mobiliser de fortes capacités autour de documents d'impression. Et donc on est retourné voir nos clients en disant finalement, on connaît votre métier, on le pratique depuis des années, on vous fournit des imprimés, vous allez dématérialiser, on ne va pas freiner la dématérialisation, on vous accompagne, mais finalement on peut aussi vous accompagner dans vos solutions de dématérialisation. Pourquoi? Parce que dans ces imprimés, vous avez des données.
Et ces données, ben, elles existent aujourd'hui sous forme papier, elles existent demain sous forme numérique. Encore une fois, la transition ne se fait pas en une journée, elle se fera sur 10 ans, 15 ans. Nous, on peut vous accompagner là-dedans en prenant du papier, en prenant des données numérisées, en les stockant pour vous, et on fait le lien avec le cloud, en les retraitant pour vous et en vous les restituant. Alors ça tombe bien, on est quand même une entreprise de confiance, vous nous confiez vos identités au quotidien, donc a priori on ne les perd pas, on ne les revend pas. Si vous nous donnez vos données plutôt sensibles, on les traitera de la même manière. Le seul challenge que finalement les clients ont envoyé, c'est est-ce que vous serez compétitif pour nous faire ça. Et donc, pour reconstruire finalement et pour construire ces solutions, on n'a pas fait ça tout seul, on est parti avec un certain nombre de partenaires, où on est allé chercher des briques de technologie, et on s'est positionné finalement comme un intégrateur de technologie pour au moins offrir la solution. Bon, la solution, au départ, c'était la solution la plus compétitive, mais en tout cas, elle servait nos clients et elle permettait de faire cette transition entre le client dans sa solution d'aujourd'hui papier et dans la solution de demain numérique. Et donc autour de notre chaîne graphique, on a réinventé finalement tout un service de print, on a appelé, à l'époque on l'appelait Print Services Management. Aujourd'hui on appelle ça impression de flux numérisé, parce que finalement vous vous retrouvez avec des datas, ces datas il faut les restituer, de temps en temps il faut les restituer de manière imprimée, il faut les acheminer de manière efficace, efficiente vers l'usager ou vers le citoyen, et donc tout ça finalement confiez-le à l'industriel au lieu de le faire directement dans vos activités. On a réinventé cette division, en la ramenant à l'équilibre, en commençant à développer des métiers autour de l'archivage, autour de la numérisation et autour des outils. Je disais ce matin, quand je suis arrivé à Hubert, on est très content parce qu'en 2013, on a commencé à avoir vraiment l'accélération de la dématérialisation. Dans le chiffre d'affaires, cette activité-là représente à peu près 50 millions d'euros. Et en 2013, on a vraiment vu presque 10%, plus que ça, 12% de notre chiffre d'affaires disparaître lié à l'impression. Et en 2014, on en reconstitue 10% autour de ces solutions qu'on a développées ces dernières années, qui sont des solutions multitiques et des solutions de courrier. Dernière activité, et ça c'est intéressant pour des gens qui font que du produit, c'est que finalement ces produits devenaient intelligents. Il y a une date de début, une date de fin. Il y a une autorisation de vous connecter ou pas avec un système. Donc il fallait pouvoir gérer autour de ces produits finalement un niveau de service. Vous pouvez vous connecter, pas vous connecter, le titre n'est pas valable, il n'est pas valable. Et donc on a développé, notamment dans le monde du transport, qui était un processus que le ministère du Transport voulait externaliser, tout un service qui consiste à prendre une entreprise ou un chauffeur, venir vérifier qu'il existe bien, qu'il a le droit d'avoir le permis, instruire le dossier et lui remettre le titre qui va lui permettre de rouler pendant 5 ans. Tout ça a été très artisanal. Il faut savoir que ça représente presque 800 000 entreprises et individus. En fait, c'est 60 000 entreprises, le reste ce sont des individus privés. Et donc tout ça est artisanal. Et là on s'est dit, si on veut être efficace dans ce type de service, encore faut-il dématérialiser nous-mêmes nos propres process. Et on s'est appliqué à nous-mêmes la dématérialisation de process, ou ce qu'on faisait de manière on va dire physique, on l'a fait de manière numérique, ce que l'on stockait de manière papier, on l'a stocké de manière numérique, et donc on a été confronté à j'ai un dossier de typage, quand je l'ai numérisé, est-ce que je peux jeter les typages? Non, oui, alors les autorisations qui vont bien avec, en l'occurrence c'était le ministère du Transport, donc on s'est appliqué à nous-mêmes ces processus-là. On est arrivé à dématérialiser une bonne partie de nos process. Pour vous donner une idée, 65% des entreprises aujourd'hui se connectent à nous par notre site web. Sur les 800 000. On reste 45 qui utilisent à la fois le dossier papier et du dossier numérisé. 30% des entreprises qui se connectent payent directement sur notre site en carte bancaire. Ça, c'était un process qui était 100% manuel. Il y a encore 5 ans. Et là où on avait un titre, on en a 10. C'est-à-dire qu'on a été capable, sur cette base-là, d'aller chercher d'autres business. Et donc finalement, quand on voit, et donc on est passé, si vous voulez, de gestionnaire de documents à fournisseur de services et gestionnaire de cycle de vie, si vous voulez, des documents. Et on a reconstruit l'entreprise autour de ces
de ces trois piliers finalement, où de produits, j'offre une infrastructure, la mise en place d'infrastructures pour pouvoir délivrer des titres régaliens. De produits imprimés, on offre finalement toute une offre de gestion, à la fois de flux complexes d'impression et de flux numérisés. Et là où on avait de la gestion de cycle de documents, on fournit une offre de service totalement dématérialisée, si vous voulez, de gestion de ces cycles. Voilà comment on a construit et reconstruit l'entreprise. Alors après, je pense que ça faisait le lien avec Uber, bon, tout ça c'est un peu techno, c'est la positionnement de produit, c'est aussi quelque part des nouvelles solutions, c'est-à-dire c'est des solutions qui n'existaient pas forcément quand vous venez de temps en temps un peu précurseur sur le marché. Encore faut-il avoir un client qui accepte de face à vous, encore faut-il faire un pilote, démontrer ce que vous avez fait et ensuite passer au niveau industriel. C'est ce qu'on a fait finalement et qui sous-tend à la transformation de l'entreprise. Quand on a imaginé l'ensemble de ce repositionnement, on a fait presque plus de 200 interviews clients à qui on présentait ces solutions et qu'on essayait de convaincre de faire un pilote avec nous. C'est ce qui s'est fait dans pratiquement chacun des données. Et quand on a validé finalement avec un client ces pilotes, on est allé ensuite déployer ces solutions de manière un peu plus large, notamment dans la sphère régalienne. Nous, une fois qu'on a reconstruit notre gamme de produits, on a été capable de repartir à l'export avec une sphère, avec une gamme complète de produits. Donc en 2013, on se présente, j'ai un peu de temps, on se présente plus comme un fournisseur de titres, mais comme un fournisseur de solutions sécurisées d'identité à travers 4 solutions. Dans cette transformation, là, il fallait faire aussi un peu de job d'industrialisation, notamment, je ne sais pas, vous avez peut-être l'impression que c'était une entreprise assez syndiquée. Bon, donc encore fallait-il avoir des partenaires sociaux qui s'inscrivent dans cette transformation. Et on a réorganisé l'entreprise par compétences, c'est-à-dire que là où on avait des services, on a plutôt mis des compétences sur le service, et puis même chose sur l'impression, puis même chose sur la partie produit. Et là, l'historique de la maison était l'impression. Et la difficulté, c'est que tout le monde voyait cette activité perdre de l'argent, tout le monde voyait cette activité disparaître, parce que tous les jours, on nous explique la matérialisation, même si ça continue. Et donc, c'était une activité qui craignait finalement pour son sort, et qui en plus perdait de l'argent. Et il a fallu là recréer une activité en disant on va garder une identité tout autour de cette activité. Certes, le marché baisse, certes, on va perdre du volume, mais en même temps, on peut réinventer et on peut s'inscrire dans les nouveaux processus. On parlait d'imprimante 3D, on n'est pas encore là, mais presque, de nouveaux processus dans l'impression. Et nos partenaires sociaux, il a fallu 18 mois, le gouvernement nous avait aidé, il a fallu 18 mois pour pouvoir attaquer toutes les ne pas laisser une seule pierre non retournée, c'est-à-dire les achats, l'atelier, la gestion de l'atelier, la qualité, le match, tout ce que vous pouvez imaginer dans une division. On a retourné toutes ces pierres, et au bout de 18 mois, les économies ont été incroyables. C'est un peu comme les trains, les cheminots. Hein, sans eux, vous ne pouvez pas conduire les trains. Bon, chez moi, les machines d'impression, c'est la même chose. Sans eux, vous ne faites pas avancer. Là, 18 mois après, non seulement ils nous ont avancé, mais à 2 fois la vitesse qu'on avait avant. On a enlevé un tiers de la machine. On a gardé le même chiffre d'affaires et on est revenu. Et cette équipe-là est en fait une équipe très moteur dans la transformation de la société. Parce que ce sont les témoins de ce qu'on est capable de faire en passant d'un monde physique à un monde numérique dans une population qui n'était pas vraiment destinée, on va dire, à cette transformation. Et aujourd'hui, ce sont de meilleurs ambassadeurs, finalement, dans le changement de la société. Parce que ce qui était possible dans cette division, c'est possible dans les autres divisions. Enfin, je voulais signaler parce que la techno, c'est une chose, le diagnostic, c'est une autre, mais finalement, le management derrière des hommes et des femmes dans la société, c'est ce qui permet ou pas d'aller faire cette transformation. Alors voilà, après en chiffres, ça parle. Hein, aujourd'hui, on est vraiment un fournisseur de solutions sécurisées identitaires, parce que quand on se présente comme ça, on a réussi à se diversifier, donc on n'est pas uniquement pour l'État français, on est aussi on travaille aussi pour des États étrangers. On a franchi la barre des 10% de notre chiffre d'affaires à l'export dans la division régalienne. On a ouvert notre marché au monde du transport et au monde de la santé. On a décliné notre offre sur 3 marques, donc une marque réservée au secteur public, mais une marque aussi à l'international et une marque aux entreprises, c'est-à-dire que quelque part, on se présente avec non seulement des offres, mais des ambitions sur chacun de ces secteurs. Bien sûr, on a bénéficié d'éléments de croissance aussi bien sur notre chiffre d'affaires que sur notre résultat, et puis socialement, c'est une entreprise qui aujourd'hui est assez apaisée.
Et donc, tout l'impact finalement de ces technologies, on le retrouve bien sûr dans la réduction des coûts, mais on le retrouve surtout dans l'offre et la capacité d'aller porter finalement des offres différenciées sur le business. Ce que je n'ai pas dit, c'est j'ai commencé à vous dire 1538, donc 500 ans, c'est sûr que ce qui est attaché à l'entreprise, c'est une notion de confidentialité, c'est une notion de sécurité. Et donc quand on se positionne avec des offres de services, on dit nous les données chez nous, elles sont chez nous, elles sont en France, elles sont hébergées par nous. Et donc si vous imaginez demain un cloud privé, c'est-à-dire si vous imaginez sortir vos systèmes d'information, les confier à quelqu'un, il y a plein de gens qui peuvent le faire, il n'y a aucun problème. Nous on peut le faire sur un certain nombre de données sensibles et les gérer comme on gère aujourd'hui les données qui nous sont confiées quand on fait des titres réglementaires. Donc on s'est appuyé, si vous voulez, sur cette différenciation pour se positionner dans le monde finalement du cloud privé et de la gestion de données autour des 4 solutions que j'ai mentionnées ici. Voilà, et pour terminer, notre croissance finalement, cette transformation-là, elle ne s'arrête pas. On la projette dans le temps. Maintenant qu'on a cette base aussi bien à l'export que de l'international, et maintenant qu'on a cette base, finalement, on est revenu encore plus crédible vis-à-vis de nos clients pour les aider dans cette transformation. Moi, je l'ai connu dans le consumer électronique, vous savez, le passage de l'analogue au digital, 20 ans. Bon, il se trouve qu'à la fin, tout est en Asie, il n'y a pas rien qui reste encore. Je l'ai connu dans le passage de l'argentique au numérique, dans le film. Bon, c'est toujours en cours, mais l'industrie est en train de changer. Là, finalement, on est en train de le vivre dans le monde physique vers la dématérialisation. Donc, ça prend du temps. Et généralement, les clients viennent vous voir en disant on vous connaît, vous étiez un bon imprimeur, on travaille avec vous. Par contre, les nouveaux métiers, on va aller voir des SS2I, c'est eux qui vont fournir. Ils ont juste oublié une chose, c'est que celui qui connaît le métier, c'est celui qui le fournit aujourd'hui. Et là, il y a une place à prendre finalement dans le crédit que apporte votre client sur la connaissance que vous avez de son métier et la capacité que vous avez à l'accompagner dans cette transformation. Et à partir du moment, alors tous n'achètent pas ce pitch, mais ceux qui achètent ce pitch, généralement, vous arrivez à faire un très très bon partenariat pour pouvoir passer de votre métier d'aujourd'hui au nouveau métier, et c'est du gagnant-gagnant finalement, et pour le client. Nous, en tout cas, nous on a expérimenté dans un certain nombre de ces choses. Voilà, on s'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Trut. C'est vraiment très impressionnant ce que vous avez pu faire pour l'imprimerie nationale. Moi, je vais vous parler maintenant d'un sujet un peu plus généraliste, qui est le cloud computing. D'ailleurs, j'ai juste une toute petite question. Qui n'a jamais entendu parler du cloud computing dans la salle? Sans surprise, aucun. Donc, notamment, le cloud computing, c'est une notion, c'est un modèle qui est apparu il y a quelques années maintenant, ça doit être 4 ou 5 ans. C'est coïncidé avec la crise financière. Ça n'a pas été très mature, pas trop de succès au début, mais là, les 2 dernières années, on voit vraiment un saut dans cette technologie, elle se démocratise grâce à la maturité des technologies sous-jacentes. Et du coup, c'est vraiment le moment d'en parler, c'est le moment de s'y intéresser, c'est pour ça qu'on a décidé de vous en parler ce matin, même si ça fait 5 ans que ça fait un effet de mode. Aujourd'hui, c'est plus un effet de mode, c'est plutôt un chemin que la majorité d'entre nous va devoir prendre. Pour vous expliquer le cloud computing avec des mots très simples, on a choisi de faire une comparaison par rapport à quelque chose de notre vie quotidienne, qui est aujourd'hui, quasiment chacun d'entre nous a sa propre voiture qu'il utilise tous les jours. Pour prendre cet exemple de voiture où sur 3 ans, on va payer dans les 4020 € entre l'achat de la voiture et puis tous les frais associés, assurance et compagnie. Ceci veut dire que notre voiture, on l'utilise à 100% tous les jours. Mais imaginons qu'on l'utilise vraiment pas tous les jours, on utilise des transports en commun ou on utilise une deuxième voiture et que cette voiture-là, on l'utilise que les week-ends ou pendant quelques vacances. Il y a une bonne partie de ce qu'on a payé, finalement, qui dort, ou on ne l'utilise pas, qui n'apporte pas vraiment de valeur. Si on change de modèle, cette voiture-là, on n'achète pas, les week-ends et les vacances, on va louer une voiture pour faire ces trajets-là. On est dans un modèle où on est plus proche, où notre capacité est proche de la demande. On loue la voiture exclusivement quand on a besoin. Du coup, on ne paye que la période où cette voiture m'apporte de la valeur. Et là, déjà, on voit le prix qui diminue. Bon, je n'ai pas la possession de ma voiture, mais sur 3 ans, je paye moins. On peut aller encore plus loin. Vous avez tous entendu parler, ou peut-être tester l'autolib,
où on va utiliser les voitures quelques heures, une heure par là, une heure par-ci, de manière discontinue. Et sur l'année, on va utiliser la voiture à 5-10%. On a fait le calcul, on peut payer 2340 €. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'un cas à l'autre, on va coller l'utilisation aux besoins. On ne va pas payer le temps où on n'a pas besoin de la voiture ou la voiture n'apporte pas de valeur ajoutée. Le cloud, c'est le même modèle. C'est juste qu'il faut remplacer la voiture, la possession de la voiture par un service informatique. J'ai repris la définition qui a été faite aux États-Unis par le National Institute of Standard and Technology. En mon sens, elle répond ou elle explique très bien ce que c'est le cloud computing. Donc, elle dit que le cloud computing, tout d'abord, c'est un modèle. Donc, ce n'est pas une technologie, c'est un modèle. C'est un modèle permettant d'offrir un accès simple, en tout lieu et à la demande. Les trois notions sont aussi importantes les unes que les autres. Un ensemble de ressources informatiques configurables et partagées. Donc c'est un modèle, et on en parle ce matin parce que ce modèle n'aurait pas pu être réalisable sans les prouesses technologiques qu'on a fait les 10 dernières années. Vous avez peut-être entendu parler, on ne va pas les expliquer, ça sera très technique. Tout ce qui est virtualisation, tout ce qui est Internet haut débit, tout ce qui est les nouvelles façons, la fibre optique, les nouvelles façons d'envoyer la donnée sur Internet, la 3G, la 4G, il y a tout ça qui a permis les nouvelles générations de processeurs que ce modèle existe. Et aujourd'hui, il est mature. On a décidé de vous donner quelques chiffres qui vont montrer pourquoi on pense que le cloud computing, c'est vraiment l'avenir du mode de consommation des services informatiques. Le chiffre qui m'intéresse le plus, c'est celui-là. Il y a des études qui ont été faites et qui disent qu'aujourd'hui, 38% des entreprises mondiales utilisent le cloud en 2013. 38%. Ce qui est plus important, c'est les estimations pour 2014, 80%. Ça va doubler. Ce chiffre-là est porté principalement par le marché nord-américain, le Canada et les États-Unis. Et finalement, si on regarde par le passé, si ça va doubler principalement, si c'est piloté par les États-Unis, c'est qu'en Europe et en Asie, ça va pas tarder. Dans les 2-3 ans, ça va être le modèle de consommation des services informatiques. C'est le modèle, tous les services informatiques vont migrer progressivement vers un modèle de type cloud, de type utilisation, avec un accès simple, en tout lieu et à la demande. Mais aujourd'hui, quels sont les types de cloud qu'on peut consommer? De manière très simplifiée, c'est quoi une DSI aujourd'hui? Ou de quoi elle constitue une direction de système d'information? On a le matériel, des serveurs, des imprimantes, des postes de travail, des logiciels qu'on va acheter, qu'on va installer sur ce matériel-là, et du personnel qui va faire les développements, l'administration, l'exploitation de ce matériel et de ce logiciel-là. Bon, on va voir que le cloud il va adresser ces trois niveaux. Il y a un premier niveau où on va consommer du cloud computing en mode serveur, en mode matériel. On va juste acheter ou louer du matériel informatique à la demande, mais on va continuer à acheter et à manager, à gérer notre propre logiciel avec notre propre personnel. Le deuxième niveau, on va acheter du serveur plus de logiciels. Dans cet exemple-là, on va acheter par exemple un accès à un logiciel de la gestion de la relation client, un SAP. Par contre, le personnel qui va manager, qui va administrer cette plateforme, il est toujours salarié de mon entreprise. Aujourd'hui, on est arrivé à aller encore plus loin. Ça veut dire, j'achète pas un accès à un logiciel, j'achète un service de gestion de relations clients. J'achète un service de gestion comptable. J'achète un service de mailing ou de travail collaboratif. Et je paye exactement ce que j'utilise. Bon, forcément, un passage dans le cloud, ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire. Il faut externaliser toute la DSI. Ça veut dire que ça pourrait être appliqué segment fonctionnel par segment fonctionnel. Je peux continuer à gérer mon propre mail par mon propre direction de système d'information, mais je délègue la gestion de relations clients à un fournisseur cloud. Ce n'est pas un tout ou rien, ça peut être progressif. Alors, quel impact sur le modèle économique, le modèle financier? Traditionnellement, quand on achète notre propre matériel, notre propre logiciel, ici on voit la courbe jaune, c'est la courbe de la demande. Ce que j'ai besoin pour mon entreprise. Et la courbe verte, c'est ma capacité. Donc là, on a investi pour doubler, pour tripler la capacité. Et ce que je remarque, c'est que pendant un moment, je suis en sous-capacité, je suis en souffrance. Ça veut dire que le matériel informatique que je possède, il ne suffit pas pour répondre à mes besoins.
Donc je dois investir. Pour être à l'aise, j'investis beaucoup plus, comme ça j'ai de la marge. Du coup, pendant une bonne période, je fais du gaspillage. Et là, on voit même qu'on n'atteint jamais la capacité maximale que j'ai prévue. Parce que le marché redescend, mon activité redescend. Et après, ça remonte et de nouveau, je suis en surcapacité. C'est un modèle CAPEX. À chaque fois, j'investis. Je mets de l'argent, ça marché pendant 3 ans, je remets de l'argent, etc. En mode cloud, c'est un peu différent. J'ai une capacité qui colle à la demande. Quand ça augmente, je paye plus et j'augmente ma capacité. Quand ça redescend, ben, je relâche et ça redescend. Et on a un modèle qui est finalement, c'est pas du CAPEX, c'est pas de l'investissement. Mes coûts, ce sont finalement des frais de fonctionnement. C'est de l'OPEX. C'est une transformation CAPEX vers l'OPEX, vers un modèle OPEX grâce au cloud. C'est un modèle qu'on voit très souvent dans les sociétés qui viennent, qui adoptent le cloud, où les budgets pour le cloud, c'est pas un budget invest, c'est un budget fonctionnement. C'est un budget de frais de fonctionnement. Je vous pose une question. Bien sûr. C'est juste pour être clair, c'est que c'est juste, mais si on fait l'analyse cash sortie, on ne trouve pas forcément les mêmes choses. Le cash sorti, ici on a un paiement qui est one shot, et ici c'est un paiement qui est échelonné. Total. Au total, à 3 ans, ça dépend de la consommation. Dans ce cas-là, dans ce segment-là, même en cash, on est gagnant. Parce qu'on n'atteint jamais le pic. Il faut faire le peak case, et c'est un levier de négociation en général avec le fournisseur. Exact. C'est un des leviers, c'est par ROI. C'est l'investissement par ROI. Tout à fait, c'est très pertinent. Dans le retour d'expérience ou le retour du marché aujourd'hui, les acteurs qui ont choisi le cloud, pourquoi ils l'ont fait? On a identifié 3 principaux. La première raison, c'est réduire les coûts informatiques. C'est le numéro 1. Comme disait monsieur Labbé, c'est pas toujours vrai, mais c'est vrai dans la plupart des cas. Le deuxième, c'est améliorer la réactivité et la flexibilité. C'est être plus réactif par rapport à la demande soit du client, soit les demandes internes ou de la R&D. Le troisième, c'est réduire les risques opérationnels. C'est pas intuitif, on va vous l'expliquer après. Il y a un quatrième qu'on n'a pas mis ici, mais que moi je vois de plus en plus dans les rendez-vous clients et puis dans le retour d'expérience de très grandes entreprises. Le cloud computing en général, c'est une opportunité pour repenser sa direction des systèmes d'information et de la réforme. Et on revient en général, c'est le deuxième driver de manière générale. Les slides qui vont suivre, ça sera plutôt des exemples et des usages qui vont expliquer pourquoi on réduit les coûts, pourquoi ou comment on améliore la réactivité, comment on réduit les risques opérationnels, à travers d'exemples réels. Donc les chiffres qu'on va vous donner, c'est toujours des ordres de grandeur parce qu'on ne peut pas vous donner les chiffres détaillés. C'est interdit pour nous, mais ça donnera une bonne idée sur ce qu'on peut en tirer. Pour commencer, est-ce que vous connaissez vente privée? Qui ne connaît pas venteprivée.com? C'est très bien, c'est le site internet qui est de déstockage où il y a des lots en général de grandes marques qui sont mis en vente pendant 2 jours. Ce site, on a remarqué qu'il y a un pic d'activité entre 7h et 10h. 7h, c'est l'heure d'ouverture des ventes. Et à 7h, il y en a plein. Il y en a vraiment beaucoup de consommateurs qui sont connectés, qui attendent pour commencer à acheter les lots, parce que les lots, ils circulent vite. Et de 7h à 10h, pour pouvoir répondre à la demande, on a besoin d'aligner 220 serveurs. Sauf que le reste de la journée, qu'est-ce qui se passe? On n'a besoin que de 10. Traditionnellement, la DSI de vente privée devait investir pour acheter 220 serveurs. Sauf que ces 220 serveurs, ils vont servir à rien entre 10h et 10h et 7h du lendemain. Bon, ils vont servir peut-être pour faire des développements, pour faire améliorer un peu de la R&D. Mais globalement, il y a du gaspillage, il y a beaucoup de puissance de calcul qui est là, puissance informatique qui est là, qui ne sert pas à grand chose. En adoptant une solution cloud, en alignant heure par heure la consommation ou l'utilisation par rapport à la demande, on a fait le calcul, il y a 80% de réduction des coûts, 80%, qui est juste phénoménal. Vente privée, ce n'est pas un cas isolé, il y en a plein d'autres acteurs qui sont dans le même dispositif. On a Roland Garros, qui est un site où on passe de quelques dizaines de milliers de connectés pendant les 6 semaines, 2 semaines avant Roland Garros, les 2 semaines du tournoi et 2 semaines après, à 1 à 2 connexions par jour le reste de l'année.
Donc ça c'est un extrême, et il y a les assureurs, là on a mis Malakoff Médéric, mais il y a d'autres assureurs aussi, où il y a des pics d'activité avec une certaine saisonnalité, par exemple tout ce qui est renouvellement des contrats, qui est au mois de décembre et au mois de janvier, du coup il y a pas mal d'activités. Il y a tout ce qui est projection actuariale, où c'est tous les mois ou tous les semestres en fonction des modèles qu'on est en train de faire. Donc ce qu'on a vu à travers ces exemples-là, c'est que le cloud nous donne l'opportunité d'avoir des ressources informatiques qui sont élastiques en fonction de la demande, et puis du coup de réduire le gaspillage. Réduire énormément le gaspillage dans les ressources informatiques dont on n'a pas besoin, pendant les périodes dont on n'a pas besoin. Le deuxième exemple, c'est une société Altares, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une société qui va fournir aux entreprises des données qui lui permettent d'analyser le marché, de calculer le risque, des données qu'il recueille un peu partout. D'ailleurs, Vincent tout à l'heure, dans le cas du Big Data, vous en parlez un petit peu plus, pas d'Altares, mais de ce modèle-là. Et Altares, à chaque fois qu'ils ont un nouveau client, ben, ils mettent entre 6 semaines pour construire l'outillage ou les applications qui vont permettre à envoyer à leur client les informations dont il a besoin. Donc c'est toujours un nouveau serveur, une nouvelle application, ils vont travailler avec lui sur de quelles données il a besoin, ils vont chercher la donnée, ils vont l'alimenter. Donc c'est un cycle de 6 semaines. 6 semaines c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Et 6 semaines, s'ils peuvent réduire les 6 semaines en 2-3 semaines, ça permet de gagner d'autres marchés qui ne peuvent pas le faire aujourd'hui. Dans ces 6 semaines, il y a 4 semaines mises à disposition de l'environnement informatique. Donc il y a 2 semaines de pure process, il y a 4 semaines c'est juste acheter ou installer le serveur, installer le logiciel, etc. Avec le modèle cloud, ces 4 semaines d'aparté informatique, ils passent à 40 minutes. On a gagné 4 semaines, mais avec paralysation, finalement, le process qui était de 6 semaines passe à 2-3 semaines. C'est un argument, c'est un avantage très très compétitif. Pourquoi? Parce qu'on a réduit le time to market. Du moment qu'il y a un nouveau marché qui arrive, on a réduit de 2 semaines la capacité à répondre à ce marché-là. Là, on va voir l'agilité et la rapidité que nous donne le cloud, et puis cette flexibilité aussi des ressources. La flexibilité est ici sous-entendue. Ça veut dire, un projet pour Altares, ça va durer 3 mois. Pendant 3 mois, ils vont alimenter une société avec les informations dont ils ont besoin. Mais après, le marché se termine. Il n'y a plus rien à donner à cette entreprise. Qu'est-ce qu'on fait? En cas d'achat, il faut espérer que le serveur ou le matériel qu'on a acheté, il va falloir le recycler pour une autre société ou pour un autre contrat. Dans le cas du cloud, il faut juste le libérer. Il faut arrêter de payer, c'est fini. La prochaine fois qu'il y a un marché gagné, on va acheter un nouveau et ça sera de nouvelle génération. Alors que dans le premier cas, ça sera un ancien serveur parce qu'ils vont mieux le recycler que de racheter un nouveau. Troisième exemple, c'est, je ne sais pas si vous connaissez Office 365. C'est Word, Excel, PowerPoint, mais plutôt dans le cloud. C'est Microsoft qui propose ça. Il y a Google qui propose la même chose, ça s'appelle Google Apps. Ça veut dire, dans cet exemple-là, vous faites, dans votre informatique, vous utilisez quelques services comme le mail, comme la gestion de la relation client, la gestion comptable. Je sais pas, vous avez tous des ERP, vous avez SAP, vous avez d'autres, sauf que c'est votre métier premier. C'est pas ça. Votre métier, c'est être un assureur, c'est la santé, c'est l'agroalimentaire. Votre métier, c'est pas de gérer des mails, c'est pas de gérer une infrastructure d'impression, c'est pas de gérer un logiciel de relation client. Du coup, des sociétés comme Salesforce, qui est aussi un fournisseur cloud de CRM, d'outils de gestion de relations clients, qui vont proposer des solutions clés en main, qui vont recruter les meilleurs de ce domaine. Les meilleurs du mailing, les meilleurs de la gestion de relations clients, les meilleurs de la gestion comptable, des outils de la gestion comptable, et du coup ils vont vous assurer un service de qualité. Ils vont même contractuellement s'engager à un niveau de service avoisinant le 99 ou 9%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont se permettre contractuellement 8h46 d'indisponibilité par an. Sinon, vous pouvez même les faire payer des pénalités s'ils ne respectent pas ce contrat. C'est hyper fort, du coup il y a un engagement très très fort, à comparer avec le nombre d'incidents ou d'indisponibilités que vous pouvez avoir chez vous, parce que vous gérez votre informatique, et c'est très logique, vous n'allez pas investir dans des profils très experts dans ce domaine-là, parce que ce n'est pas votre cœur de métier. Vous allez préférer faire cet investissement dans votre cœur de métier et non pas dans la partie informatique. Au passage, on va regarder quelques clients de ce type d'outils,
qui est AXA, Mutuelle Générale, il y en a plein d'autres. Il y a Natixis récemment, il y a 2 semaines, ça c'est des formations très fraîches, qui ont signé avec Salesforce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Natixis va envoyer à Salesforce, qui est sur Internet, son fichier client. Vous allez me dire, c'est dangereux. Quand même, le fichier client, c'est quelque chose de très précieux pour les entreprises. L'envoyer comme ça sur Internet, surtout avec ce qu'on entend sur tout ce qui est hacking, tout ce qui est piratage, les derniers sur la NSA, c'est dangereux. Bon, il y a 2 réponses. La première réponse, qui est une de mes réponses, c'est qu'il y a d'autres qui l'ont déjà fait. Je crois qu'il y a quelqu'un de Nestlé, non, dans la salle. Voilà. Non. Il y a Nestlé aussi, c'était prévu, mais Nestlé aussi qui a mis ses données clients dans le cloud. Ça veut dire que ces gens-là, ils ont fait des études et ils ont dit finalement, chez ces acteurs-là, c'est encore plus sécurisé que chez nous. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, pareil, est-ce que vous allez vous permettre de recruter le meilleur ingénieur sécurité du monde, ou en France? Non, vous n'avez pas les moyens, peut-être que vous avez les moyens, mais vous n'avez pas l'intérêt. Alors que vous êtes connecté sur Internet, vous êtes cible de piratage. Alors que Salesforce, Microsoft ou Google, ils n'ont pas le choix. C'est leur corps de métier. S'ils ne recrutent pas les meilleurs ingénieurs de sécurité du monde, ils vont perdre les contrats très rapidement. C'est un sujet qui est très important. C'est un sujet très important aujourd'hui que vraiment ils investissent beaucoup sur la sécurité et les études disent qu'ils ont encore plus sécurisé que nous tous. Dans notre métier, c'est pas de faire de l'informatique, c'est pas de fournir des solutions hébergées. Et ce qui s'est passé avec la NSA récemment montre que finalement on est tous vulnérables. On n'a pas besoin de Patriot Act ou autre législation, on est vraiment vulnérable du moment qu'on a un accès à Internet. Dernier exemple de l'utilisation du cloud, c'est la mobilité. Il y a certains d'entre vous qui ont une partie du personnel ou des sous-traitants qui sont toujours en déplacement, qui vont sur des sites clients, sur des chantiers, comme E.T. qui est un fournisseur d'outillage pour le bâtiment. Et ces agents et ce personnel, il a toujours besoin d'avoir accès à des documents partagés ou à saisir des comptes rendus ou à avoir besoin d'une assistance à distance par un expert ou un ingénieur. Grâce au cloud et 3G, 4G, donc des réseaux d'accès Internet qui est un peu partout, aujourd'hui c'est possible. C'est facilité et surtout on n'a pas besoin d'équipements sophistiqués. On n'avait pas besoin, comme on a vu, les laptops IBM un peu costauds comme il y a quelques années. Il y a pas mal de métiers aujourd'hui où le smartphone suffit. Le smartphone suffit pour accéder à un document, pour saisir le compte rendu. Parfois, le compte rendu, ça suffit de prendre une photo et c'est fait. C'est analysé et le compte rendu est fait. Donc on gagne en performance, les process sont encore plus rapides et on est plus productif. Et encore mieux, il y en a où utilisent le smartphone justement, où il y a les techniciens qui ne sont pas très à haut niveau d'expertise. Du moment qu'ils ont une problématique, ils peuvent faire intervenir un expert de la centrale ou même de chez lui par vidéoconférence. En cas de problème, donc le support niveau 2, niveau 3 sera fait par vidéoconférence en direct avec le smartphone ou un PC un peu sophistiqué. Ça vraiment révolutionne ce métier-là et ça offre beaucoup d'opportunités pour améliorer le business et améliorer la productivité du personnel. Et là, on peut rester jusqu'à demain pour donner des exemples, mais on a vraiment beaucoup. Il faut juste se poser et réfléchir. J'ai fini pour ma partie cloud. Je vais laisser la main à mon ami Vincent, qui va vous parler maintenant de quelque chose qui est très à la mode et très innovant aujourd'hui, qui est le big data. Merci. Alors, je pense que tu as fait un sondage pour savoir qui a entendu parler du cloud computing, qui savait ce que c'était. Je pense que tout le monde a entendu parler du big data. Et si je fais un sondage, je pense qu'on sera... il y aura beaucoup de définitions différentes et beaucoup de visions différentes. On a commencé avant la conférence à en discuter en aparté et on a vu qu'on n'était pas forcément avec la même vision. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui est plus nouveau et on va voir c'est un sujet qui est assez compliqué dans le sens où les gens le classent soit dans l'informatique, soit dans pratiquement un sujet de société. Donc je vais essayer de balayer un peu tous ces aspects et de vous faire comprendre, en tout cas ma vision, qui a été nourrie après quelques mois, on va dire, de travail sur le sujet. Comment ça marche, Yannick? À droite, à droite. À droite, d'accord. Donc je vais commencer par essayer de vous donner un peu une vision de ce qui s'est passé. Pourquoi on parle de Big Data aujourd'hui,
et qu'on n'en parlait pas il y a quelques années. Ce qui a vraiment changé, c'est un petit peu, et c'est en continuité avec ce que Hubert nous a dit tout à l'heure, tout ce qu'il y a dans nos vies de tous les jours finalement, tous ces objets qui sont apparus et que tout le monde a dans la poche, ont changé radicalement la donne et on est passé sur un modèle de ce qui se passe sur Internet qui est devenu totalement industriel. Alors juste pour qu'on se rende compte, il y a des gens qui ont fait des études et qui ont essayé de quantifier ce qui se passe pendant 1 minute de tous les jours, on va dire, en moyenne. Et c'est des chiffres absolument vertigineux. On va commencer simplement, je ne vais pas tous les faire. Le moteur de recherche Google, et c'est le principal, il y en a quelques autres, mais c'est celui qui draine le plus de trafic, reçoit 2 millions de requêtes chaque minute. On va voir comment ça peut être exploité après. Pour se donner une autre idée, Twitter, je ne sais pas si vous savez ce que c'est ou si vous l'utilisez, c'est simplement un système qui permet d'envoyer des micro-messages publics où les gens s'abonnent éventuellement à ce que vous dites. Ça peut servir à tout un tas de choses, je l'évoquerai aussi tout à l'heure. 100 000 tweets par minute. Peut-être que vous ne savez même pas que ça existe, mais en tout cas, sachez qu'il y en a 100 000 par minute et ça sert à des tas de choses, et notamment à avoir de l'information en temps réel. 6 millions de pages vues sur Facebook, 277 000 connexions, etc. Les vidéos, on peut parler aussi des vidéos. Il y a à peu près chaque minute 30 heures de vidéos nouvelles qui sont téléchargées sur YouTube. Ça veut dire que si vous voulez toutes les voir, il faut mettre 30 heures toutes les minutes. Donc c'est juste impossible. Voilà, donc en fait c'est des chiffres vertigineux. C'est des chiffres qui sont en augmentation très forte, puisqu'en fait on estime qu'il va y avoir 2 fois plus d'objets connectés en 2015 que la population mondiale. Et en fait, c'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer. Il y a plein d'études qui sont faites sur l'augmentation. Toutes ces études, à chaque fois qu'elles sont faites, en général, sont battues. Donc aujourd'hui, on a une quantité de données assez invraisemblables qui sont créées. Et finalement, quand on y réfléchit, c'est parce que tout le monde aujourd'hui a de plus en plus de systèmes qui sont transportés et qui génèrent de l'information, sans que vous vous en rendiez compte. Votre téléphone, mais demain ça va être votre voiture, on va en parler un petit peu également. Donc ça, c'est un peu le tableau général. Alors vous allez me dire, mais finalement par rapport à mon entreprise ou à une entreprise, quel est le rapport? D'une certaine manière, en fait, aujourd'hui, si on regarde le métier du chef d'entreprise, alors il se trouve que j'ai eu l'occasion de l'exercer pendant quelques années, ça revient un petit peu pour moi, c'est l'image que j'aime bien, à conduire une voiture dans le brouillard. Les chiffres qu'on a sur son activité, en général, sont des chiffres du passé. On a sa clôture comptable, et puis on sait ce qui s'est passé le mois dernier, on sait ce qui s'est passé l'année dernière. Et finalement, on passe son temps à essayer de piloter son entreprise en anticipant les chiffres qui vont arriver. De combien de stock ai-je besoin? Combien d'investissements dois-je faire dans tel ou tel système? Et donc, en tant que chef d'entreprise, on a bien sûr la courbe du passé, mais il faut faire des pointillés dans sa tête pour essayer de voir ce qui va se passer. Et donc, d'une certaine manière, on est un peu face à du brouillard devant soi, on pilote sa voiture, mais on est quand même obligé d'être assez prudent parce que, évidemment, des obstacles peuvent surgir de manière inattendue. Et ce qui est seulement clair, en fait, finalement, c'est les rétroviseurs qu'on a. Et l'idée, en fait, pour moi, qui est la plus forte derrière le Big Data, c'est que finalement, tout le monde a des données dans son entreprise, et il y a une capacité, alors pas d'éliminer le brouillard, comme on va le voir, mais en tout cas, de le déflouter un petit peu en utilisant de manière optimale ces données. Alors je vais illustrer mon propos. On parlait en fait de ces 2 millions de recherches qui étaient effectuées par minute. À quoi ça peut bien servir de savoir ça? Et on s'est posé pendant pas mal de temps, je pense beaucoup de gens se sont posé la question pourquoi Google, par exemple, s'amuse à conserver toutes les recherches que vous faites tous les jours. En fait, une des premières applications qu'ils ont utilisées, qu'ils ont prises pour utiliser ces données, c'est de faire des prédictions sur les épidémies de grippe. Quel est le rapport? Eh bien, en fait, c'est très simple. Ils se sont rendus compte que si on regarde le nombre de fois que le mot grippe ou des mots associés vont être recherchés par les gens qui utilisent le moteur de recherche, et corrélés quelques semaines après avec l'apparition d'une épidémie de grippe.
Alors ça a été validé de manière médicale, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fait des études avec des instituts d'épidémiologie et qui ont comparé les données de prédiction qui étaient faites sur la base de ces recherches avec les apparitions réelles de cas de grippe. Et ils ont trouvé une très très bonne corrélation entre les deux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des travaux scientifiques sur le sujet. On sait qu'en regardant les données de Google, on sait prédire la même chose qu'un institut d'épidémiologie, mais avec 4 semaines d'avance. Donc on peut savoir 4 semaines à l'avance, finalement, qu'il va y avoir une apparition d'épidémie de grippe au Canada ou en Espagne. Et alors ça commence à servir sur d'autres maladies. Ça sert également de la même manière pour avoir des signes avant-coureurs sur le cinéma. Quand vous lancez un film, eh bien, il y a tout un tas de publicités en avance sur le film, il y a des bandes annonces, etc. Et on peut analyser, et Google qui a également un site de vidéo, comme par hasard, donc YouTube, c'est en fait, si les gens regardent les bandes annonces, s'ils les regardent jusqu'au bout, combien de fois ils les regardent, et ça, finalement, prédire, avant que le film soit dans les cinémas, si ça va être un succès ou pas. Et on peut imaginer toutes les déclinaisons qu'ils sont capables de faire avec ce type d'information. Donc finalement, quand on regarde bien, le business model de Google, c'est bien de vous donner un service gratuit, mais en échange, ils récupèrent de l'information sur ce qui vous intéresse, et ils s'en servent pour la valoriser en vendant des services qui n'ont rien à voir, a priori, avec leur objet initial. Alors il y a beaucoup d'exemples, d'autres exemples de l'utilisation, et finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans les données qui sont disponibles, alors là on parle de quantité de données assez importante parce que Google s'est structuré, s'est organisé dans son business model pour capturer ces données, c'est vraiment ça, son essence, mais il y a tout un tas d'autres systèmes où on a déjà pas mal d'informations. Alors par exemple, il y a les supermarchés, en particulier aux États-Unis, ont investi beaucoup d'argent, en particulier un dont le nom est assez emblématique, Target, ça veut dire cible en anglais. Et donc c'est un supermarché qui a investi beaucoup d'argent sur l'analyse de données et essayer de comprendre ce qui se passe. Et un des sujets qui les a intéressés, c'est en fait, il faut voir que les consommateurs n'ont pas tous la même valeur. Et en particulier, les femmes enceintes sont des consommateurs extrêmement intéressants pour les supermarchés, puisqu'en fait, elles vont avoir tout un tas d'investissements à faire, des poussettes, surtout si c'est le premier bébé. Et donc c'est particulièrement important pour eux de savoir déjà qu'une femme est enceinte, sans qu'elle ait forcément besoin de le dire, mais en plus de ça, de savoir quand est-ce qu'elle va accoucher, puisque on sait à peu près quand est-ce qu'elle va commencer à faire des investissements. Et autant la cibler avant que d'autres chaînes de supermarchés ne découvrent que finalement c'est une consommatrice très intéressante. Et donc ils ont développé un modèle, ils ont réussi à trouver des signes avant-coureurs. Alors c'était pas, ils ne vendent pas de pièces de grossesse, mais ils vendent tout un tas de produits de grande consommation, et ils ont trouvé des changements d'habitude chez les femmes qui étaient assez bien corrélés, on va dire, avec le fait qu'elles commençaient à être enceintes dès les premières semaines de la grossesse. Et ça fait un problème d'ailleurs, parce que finalement, comment ils ont exploité ça? Ils l'ont exploité de manière un petit peu brutale. Ils ont envoyé des coupons de réduction en disant bah, tiens, si vous achetez une poussette, on vous fait 10% de réduction. Le petit souci, c'est que c'est arrivé dans la presse, c'est pour ça qu'il y a marqué New York Times. C'est arrivé dans la presse parce qu'en fait, ils ont envoyé un coupon de réduction sur une poussette ou quelque chose d'avoisinant à une jeune fille qui avait 16 ans. C'est arrivé chez le père et il a assez peu apprécié ce genre de choses, donc il a appelé. Il s'est plaint vertement auprès du service client de Target. Malheureusement, il a découvert que sa fille était réellement enceinte. Alors ça a fait un gros scandale parce qu'effectivement, on voit le côté totalement intrusif qu'il peut y avoir. Grosso modo, quelque part, en poussant un peu le bouchon un peu loin, on pourrait savoir si une femme est enceinte avant qu'elle en soit elle-même consciente. Ça va encore plus loin, puisque il y a une entreprise que vous connaissez tous, qui est Hewlett Packard, qui elle a trouvé le moyen de prévoir le départ potentiel d'un employé. Donc ils ont, c'est une grosse société, ils sont, je crois, de 300 000 employés dans le monde, et ils sont intéressés, parce que c'est un problème pour toutes les entreprises informatiques, on a un turnover très important, et ils se sont demandé s'il y avait moyen de détecter parmi, je ne sais pas, est-ce qu'on demande un congé formation, est-ce que des événements particuliers, on va dire, c'était pas de l'analyse de mails ou de la fouille de données personnelles, c'était vraiment sur le comportement des salariés. Est-ce qu'il y a moyen de détecter le départ d'un salarié? Ils ont réussi à trouver un modèle
qui était relativement bon, c'est pas du 100%, mais on sait quand même voir que quelqu'un est plus à risque qu'un autre. Et c'était un vrai problème pour eux parce qu'ils se sont dit, mais finalement, comment on peut exploiter cette donnée? On va pas aller voir la personne et lui dire, bon, pars pas, hein. Pourquoi tu me demandes de ne pas partir? Peut-être que la personne n'a même pas encore conscience qu'elle commence à avoir un niveau d'énervement ou de démotivation qui fait qu'à terme, elle va avoir envie de partir. Et eux, ils ont trouvé un moyen beaucoup plus subtil, on va dire, de gérer ça, puisqu'en fait, ils ont appliqué le management et sans lui dire que la personne risquait de partir, mais simplement dire attention, tu devrais faire attention à telle personne. Et ils ont mis en place des systèmes, ils ont pris beaucoup de précautions, on va dire, pour exploiter cette donnée. Donc finalement, si on résume sur ces trois exemples qui sont, on va dire, assez variés, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une capacité prédictive dans les données d'une manière générale. Elle n'est pas égale, certaines données ne sont absolument pas utiles, on va dire, pour faire des prédictions, mais d'autres sont très utiles pour faire des prédictions. Donc il y a une capacité prédictive, elle est extrêmement puissante puisqu'elle permet notamment soit de créer des nouveaux services, soit de capturer des clients ou de les inciter à acheter. Mais elle doit être utilisée aussi avec beaucoup de précautions parce que si on l'utilise de manière trop brutale ou trop visible ou trop, on va dire, en poussant les limites juridiques ou éthiques, on peut avoir des difficultés. A l'inverse, si on sait les exploiter de manière correcte et respectueuse, on va dire, on peut en tirer potentiellement beaucoup de valeur. Donc, si on revient un petit peu à ce qui se passe dans une entreprise traditionnelle aujourd'hui, on a un système d'information et on passe beaucoup de temps, et les informaticiens, j'ai fait ce travail pendant pas mal d'années, passent beaucoup de temps à essayer d'aligner les données correctement, de les mettre bien en colonne et puis d'arriver à les rentrer dans des bases de données que je vais qualifier de structurées parce que justement on a passé beaucoup de temps à les qualifier et à vérifier que les informations sont correctes. Mais finalement, si on regarde, on a énormément de données qui ne sont pas structurées dans l'entreprise. On a, alors on peut dire 10 fois plus, c'est juste un chiffre. Il n'y a pas d'études sérieuses à ma connaissance qui ont été vraiment faites dans les entreprises pour quantifier le ratio entre le nombre de données non structurées et le nombre de données structurées. Mais si on parle des données non structurées, on a tout ce qui transite dans les mails. Je ne sais pas combien vous recevez de mails par jour, mais ça devient vite une quantité d'informations assez importante. D'ailleurs, je ne sais pas vous, mais moi j'arrive pas tous les lire en général. Vous avez également tous les documents qui sont stockés et qui sont partagés ou pas d'ailleurs entre les différentes personnes. Et puis vous avez des choses qui sont beaucoup moins visibles, et notamment tout ce qui va être traces d'exécution dans les machines. Et par exemple, alors, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au site web. Une des choses qui est intéressante dans un site web, c'est les traces que laisse le site web, parce que ça permet de savoir ce qu'ont regardé les gens, etc. Mais il faut voir qu'en fait, aujourd'hui, on se contente le plus souvent de faire des comptages et d'essayer de savoir d'où viennent les gens, est-ce qu'ils achètent ou pas, mais on a beaucoup de mal encore à comprendre quels sont les parcours, comment les gens passent de l'un à l'autre, comment ils s'intéressent à tel sujet, est-ce que finalement l'information qu'on met est pertinente en fonction de leur comportement par rapport au site. Donc on peut commencer avec des techniques du big data à aller aussi loin que ça. Ça peut être aussi des traces d'exécution de processus métiers. Hein, par exemple, quand vous avez des ERP, vous avez des eurodatages de différents types de points de passage dans les processus de votre entreprise. À partir de là, on peut reconstituer en fait le schéma du processus réel qu'il y a dans votre entreprise. Et pas simplement le processus théorique que vous allez dessiner au tableau en disant tous les gens qui font une facture doivent d'abord vérifier qu'il y a un bon de commande, etc., etc. Là, vous allez vous rendre compte en regardant ce qui se passe réellement que dans tout un tas de cas, le processus n'a pas été respecté. Donc il y a déjà en fait finalement toute une source de données non structurée qui est déjà présente dans l'entreprise et qui est déjà potentiellement exploitable avec de la valeur. Et puis, si on va plus loin, en fait on a tout le monde extérieur, dont je vous ai levé un peu le voile tout à l'heure, tout ce qui se passe tout le temps sur Internet aujourd'hui, avec de plus en plus de sources de données. Et il y a une vraie réflexion à avoir finalement de se dire, est-ce que parmi ces données-là, il y en a une partie qui est accessible en l'achetant, ou en essayant de la capturer comme le font les acteurs comme Google ou les autres géants d'Internet, pas forcément à cette échelle-là, mais simplement en trouvant la bonne information qui va vous permettre de générer ces nouveaux services ou d'améliorer votre fonctionnement interne. Donc finalement, quelque part, à partir de tout ça, on peut imaginer déjà avoir de l'information, c'est-à-dire synthétiser mieux toutes ces données pour en extraire quelque chose. On va pouvoir avoir de la connaissance, c'est-à-dire comprendre, faire un modèle de ce qui se passe.
Et là, je parle bien de modèles quasiment mathématiques ou statistiques, hein, pour essayer de bien comprendre finalement comment les choses s'enchevêtrent les unes les autres. Et puis on peut aller jusqu'à faire des prédictions, c'est-à-dire trouver des modèles qui vont nous permettre de dire il y a une probabilité assez forte que mes stocks soient à tel niveau, que mes ventes soient à tel niveau. Alors, pour vous illustrer ça d'une manière un petit peu différente, on se dit, ok, mais comment on peut exploiter toute cette information qui est à l'extérieur? Vous avez sûrement entendu parler des médias sociaux, donc j'ai parlé de Twitter tout à l'heure. Vous aviez beaucoup de gens qui s'intéressent à Facebook aussi, notamment dans le monde des entreprises. Mais c'est surtout vu au départ comme un outil de communication. Comment je vais parler de ma marque et comment je vais analyser ça. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, il y a des données, par exemple, les données de Twitter sont totalement publiques. Quand vous dites quelque chose sur Twitter, vous vous attendez à ce que le monde entier soit au courant. Potentiellement. Évidemment, tout le monde ne regarde pas les 100 000 tweets qu'il y a chaque minute. Néanmoins, il y a des sociétés en fait qui sont branchées sur Twitter et qui absorbent tous ces tweets et qui les analysent. Donc il y a tout un tas de services. Il y en a un qui a été racheté par Apple récemment qui s'appelle Topsy pour quelques dizaines de millions de dollars. Je crois que c'est 200 millions de dollars le rachat. Leur métier, c'est quoi? C'est de prendre chacun des tweets et d'essayer de voir s'ils se rapportent à un sujet, en les analysant de manière automatique. Donc il y a des algorithmes en fait, qui permettent de dire ça parle de telle ou telle chose. Par exemple, ça parle d'automobile, ou ça parle de votre marque, ou ça parle d'un produit qui vous intéresse. Et puis, ils vont être également capables de dire si le tweet a une connotation plutôt positive ou plutôt négative. Donc, par exemple, vous vendez des t-shirts, mais vous les fabriquez dans une usine au Bangladesh qui vient de s'effondrer. Est-ce que vous voyez des gens qui parlent en mal de vous, associé à votre nom de marque, et au fait qu'on parle d'un t-shirt ou d'une usine au Bangladesh? Donc, vous allez avoir des tableaux de bord. Donc ça, c'est des services qui sont achetables dès aujourd'hui et qui vont vous donner cette vision-là. Mais on peut aller beaucoup plus loin avec ces données-là, et notamment toujours en restant sur les tweets. Il y a des gens qui font des études notamment d'urbanisme, puisqu'en fait, les gens qui utilisent Twitter et qui tweetent depuis leur téléphone mobile, les tweets sont géolocalisés, donc on sait où ils ont été. Et on peut voir par exemple où sont concentrés les touristes sur Paris, simplement avec cet outil-là, parce qu'il y a tellement de gens qui tweetent que finalement on a un échantillon relativement représentatif de la population, et on s'aperçoit en regardant une carte, il y a des gens qui font des cartographies comme ça, qui sont capables de voir que c'est un touriste ou que c'est une personne qui habite sur Paris, et de la géolocaliser. Autre exemple d'application, là pour le coup sur les mails d'une entreprise, il y a des études qui sont faites dans certaines études de recherche qui montrent comment on peut comprendre l'organisation d'une entreprise en regardant les flux de mails, simplement sans regarder le contenu de ces mails, mais simplement les métadonnées, qui parle avec qui, à quelle fréquence, est-ce que ça correspond à l'organisation de l'entreprise, est-ce que finalement les services ne se parlent pas du tout et sont organisés en silo, ou au contraire ont tendance à collaborer correctement. On peut avoir tout un tas d'analyses qui se font autour de ça et qui sont vraiment intéressantes, notamment pour des gens d'Anéo qui font de la conduite du changement et de l'accompagnement de la transformation des organisations. Ça peut être des informations très précieuses pour comprendre la mécanique humaine, on va dire, de l'entreprise, mieux l'appréhender et trouver les bons angles pour faire des transformations efficaces dans l'entreprise, etc. Donc on voit qu'il y a énormément de possibilités sur l'analyse des réseaux sociaux, internes ou externes à l'entreprise. Autre domaine qui est en train de monter en puissance, je suis un petit peu l'actualité, il y a au début du mois de janvier le Consumer Electronics Show de Las Vegas. L'année dernière, en fait, on a commencé à beaucoup en parler parce qu'il y a des produits français qui ont été primés donc au Consumer Electronics Show. Donc l'année dernière, je crois que c'était une fourchette connectée qui vous permettait de vous dire si vous mangez trop vite ou pas assez vite. Cette année, c'était une brosse à dents, bon, c'est un peu de l'anecdote, mais il faut voir en fait que de plus en plus, on va mettre dans les objets de la vie quotidienne des systèmes de communication qui vont permettre, et des capteurs qui vont permettre de savoir finalement comment ils sont utilisés, d'une manière générale. Et on prend par exemple le cas des voitures connectées. Il y a un des fabricants de voitures aux États-Unis qui a dit voilà, maintenant moi j'ai mis des GPS dans les voitures, ces voitures sont connectées, donc je peux savoir finalement où est toute ma flotte de voitures. Mais ça va plus loin que ça. Les analyses qui sont faites en garage avec des balises pour prendre finalement les paramètres des moteurs et tous les systèmes électroniques, l'autocontrôle on va dire de la voiture, on pourrait très bien imaginer, et c'est ce qui est en train de se développer dans l'industrie automobile, qu'on rapatrie cette information, qu'on la centralise et qu'on ait une vision finalement de l'ensemble de la flotte, ce qui permet de faire des statistiques, ce qui permet de comprendre comment les pannes arrivent in situ,
c'est un peu des boîtes noires ouvertes, hein, c'est des boîtes blanches, et ça peut permettre à des constructeurs automobiles d'améliorer leur système et puis de faire de la maintenance préventive. Et c'est exactement en fait ce que veut faire une des plus grosses sociétés qui fabriquent industrielles aux États-Unis, General Electric, qui fabrique notamment tout ce qui est système de motorisation et des grandes machines tournantes, donc des turbines dans les centrales, des moteurs d'avion, etc. Et donc eux, ils ont lancé un programme qui s'appelle Industriel Internet. Ils ont mis plusieurs milliards de dollars sur la table de R&D pour, avec deux objectifs. En fait, ce qu'ils veulent, c'est en utilisant cette technologie de rapatriement de données et d'analyse de données, ils veulent être capables de réduire de 1% la consommation de leur moteur, ce qui se chiffre en fait à l'échelle de leur marché en plusieurs dizaines de milliards de dollars d'économies potentielles à horizon de quelques années. Et puis ils veulent également être capables d'améliorer leurs produits, d'améliorer la maintenance en faisant de la maintenance préventive, et on peut comprendre que pour un moteur d'avion c'est quelque chose d'important. Donc les exemples en fait ils sont extrêmement nombreux. Ça permet, si on résume, de bien comprendre sa clientèle, ou de mieux comprendre sa clientèle. Alors il n'y a rien de nouveau dans le marketing, hein, évidemment que depuis très longtemps les gens du marketing essaient de bien comprendre. Simplement ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, et notamment à travers l'analyse de toutes les transactions, de toute l'interaction qu'on peut avoir avec les clients, on la trace de manière de plus en plus fine, et on peut savoir de plus en plus de choses sur les motivations, sur les frustrations également, et des systèmes pour personnaliser finalement les offres. Vous pouvez mieux comprendre votre image de marque, notamment dans tout ce qui se raconte finalement sur vous et sur votre marché. Vous pouvez également imaginer d'utiliser ces données pour essayer de prévoir mieux votre activité et vos indicateurs clés de pilotage. Améliorer la maintenance des équipements en le voit, en les connectant et en récupérant de la donnée. Là, il faut aller la chercher, mais on voit qu'il y a de la valeur potentiellement derrière. Mais vous pouvez aussi appliquer ça dans plein d'autres domaines sur votre entreprise. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un produit technologique ou connecté lié à ça. Simplement, dans le domaine des ressources humaines, mieux comprendre vos employés, optimiser vos processus métiers, mieux évaluer les risques, notamment dans le domaine de l'assurance. Il y a énormément de travaux pour essayer de mieux comprendre la sinistralité, les risques, les facteurs de risque et personnaliser les propositions d'assurance. Comprendre les fraudes également dans le domaine de l'assurance ou les comportements atypiques, etc., etc. Donc en fait, finalement, aujourd'hui, vous avez probablement l'impression d'être submergé d'informations. La promesse du big data, ou en tout cas le message, c'est qu'il y a probablement moyen d'organiser tout ça pour essayer d'aller un peu plus vite sur votre marché, de ne plus subir le brouillard, mais d'avoir un peu de phare anti-brouillard et de regarder finalement sur les différents domaines de votre entreprise. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des données? Probablement. Est-ce qu'elles peuvent être utiles? Peut-être. En tout cas, ça vaut le coup de regarder et de vous pencher sur la question, peut-être avant que d'autres sociétés de votre marché le fassent. Merci Vincent. On va vous parler maintenant de financement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui, si vous pensez que parmi ce qu'on vous a expliqué, le cloud computing, big data, objets connectés, imprimante 3D, toutes les nouvelles technos, que vous voyez une piste ou des opportunités pour vous pour changer un peu votre métier ou pour enrichir votre métier avec de nouveaux procédés, services, produits en utilisant ces technologies-là. Donc, soit pour le proposer à vos clients, soit juste pour industrialiser une partie de votre travail ou pour automatiser certains bouts dans votre chaîne de fabrication, dans votre chaîne de construction, dans vos processus métiers. Vous pouvez vous insérer dans ce qu'on appelle un cadre de projet R&D ou des projets collaboratifs, ça peut être même la somme des deux, un projet R&D dans le cadre d'un projet collaboratif. Ça veut dire vous associer avec d'autres sociétés qui sont complémentaires, qui vont vous aider à construire ce nouveau procédé, ce nouveau service ou ce nouveau produit. Là, il y a une panoplie d'aides possibles qui vont vous permettre de subventionner une partie des investissements que vous allez devoir faire. L'idée, c'est pas de les expliquer en détail, il y a des spécialistes pour ça, mais juste de lister quelques-uns, comme ça vous les avez en tête. Après, si vous voulez qu'on en discute, on aille plus loin dans l'explication, on le fera avec plaisir. Il y a les aides fiscales, il y en a un qui est très connu. Je ne sais pas, vous connaissez le CIR, j'imagine, tout le monde. Il y a un crédit d'impôt complémentaire qui s'appelle le CII, crédit d'impôt d'innovation, qui va aller un peu plus loin. Il y a des financements publics qui sont possibles. On a listé 4 les plus connus, mais il y en a encore d'autres, l'ADI, l'ANR, FEDER, FUI. En général, pour des PME, ça peut prendre en charge jusqu'à 45% des coûts environnés.
pour faire aboutir vos projets en complément du CIR. Donc, le CIR, ça fait un levier complémentaire. Et puis, il y en a pas mal de financements privés. Bon, c'était juste pour vous donner une idée, comme ça, vous pouvez aller regarder ou nous appeler, nous poser la question pour vous donner des éclairages là-dessus. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que du moment que vous décidez d'adopter de l'innovation ou de mettre un peu d'innovation dans vos procédés, vos services et vos produits, il y a des aides qui existent. Aujourd'hui, l'État veut promouvoir l'innovation dans les entreprises françaises et met les moyens pour. Ces moyens, malheureusement, ne sont pas très connus, mais il y a vraiment beaucoup d'opportunités et on peut en tirer profit pour améliorer nos entreprises et surtout petites et moyennes entreprises et les ETI. Je vais laisser la parole à Pierre Sénodénos, notre président, pour conclure cette présentation. Alors, avant de passer stricto sensus à la conclusion, je vais juste vous dire un petit mot. On a éclairé là deux aspects de la révolution numérique que sont le cloud computing et le big data. Mais la révolution numérique, finalement, il y a pas mal d'autres choses dedans, et en particulier tout ce qui tourne autour des sujets du management, avec les réseaux sociaux d'entreprise, avec les espaces de travail collaboratif. Et je vais juste vous donner 2-3 exemples là-dessus. La Société Générale, qui est un de nos très bons clients, sur un dossier qui était penser les métiers de la banque de demain, a réussi, grâce à son réseau social interne, à mobiliser plus de 16 000 collaborateurs impliqués dans cette réflexion. C'était quelque chose de complètement inimaginable auparavant, 16 000 personnes. Au niveau d'Aneo, on a candidaté sur le concours Innovation 2030 de la commission du même nom présidée par Anne Aubergeon sur le segment du Big Data. C'est une des très bonnes initiatives du gouvernement en place, d'essayer de réfléchir aux thématiques sur lesquelles la France peut être leader à horizon 2030. Et en conséquence, ils ont identifié un certain nombre de sujets, dont le Big Data, sur lesquels nous avons candidaté. Et on a utilisé notre réseau social d'entreprise pour consulter nos collaborateurs, brainstormer avec eux. Et à l'échelle de notre entreprise qui fait 220 personnes, on a eu plus d'une cinquantaine de gens inscrits sur ce groupe. On a eu à l'arrivée, je crois que c'est 22 projets, 22 idées originales. Vous vous rendez compte, c'est colossal. Dont on a extrait une idée, qu'on a poussée jusqu'à sa présentation et ce qui était demandé dans le cadre du concours, qu'on a déposé hier, puisque c'était la clôture du concours hier. Voilà. Donc ça, c'était juste pour vous éclairer un autre aspect de la révolution numérique qui est plus lié au management, qui est plus lié à l'implication de vos collaborateurs et de votre management, qui apporte de l'agilité et de la flexibilité dans vos organisations grâce à des nouveaux outils de travail collaboratif. Il faut y penser parce que là, on est clairement dans des sujets de management dans l'organisation. Maintenant, pour arriver à la conclusion, en fait, on a chez Aneo 3 convictions fortes autour de... Flèche droite, on a dit flèche droite. Voilà, c'est ça. On a 3 convictions fortes chez Aneo, c'est la révolution numérique dont on parle et les sujets qu'on nous a présentés, c'est 1, ils sont incontournables, on ne peut pas les ignorer. La seule question qui se pose réellement, c'est une question de temporalité. 2, il ne faut pas les voir comme quelque chose de dangereux avec lequel il faut résister, mais ça a été très bien dit au niveau de l'imprimerie nationale, c'est une véritable opportunité pour vous. Et ne pas y aller représente un risque. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Et la 3e conviction, c'est une conviction de complexité. C'est excessivement compliqué. Alors sur le sujet du fait que c'est quelque chose d'incontournable, je vais juste vous montrer 2 petits objets. Je suis moi-même connecté. Voilà, c'est un bracelet qui me dit combien je marche de temps par jour et combien je fais de kilomètres, qui mesure mon sommeil, qui me réveille au bon moment où mon sommeil est plus léger, voilà, aujourd'hui je lui indique aussi ce que je mange, donc ça c'est un petit peu lourd et fastidieux, mais je sais que les Japonais ont fait une application qui permet de photographier ce qu'on mange, et automatiquement ça calcule le nombre de calories, etc. Bref, cette petite chose qui en est aujourd'hui à son début, puisque c'est les premiers outils connectés qui arrivent sur le marché. Je pense que demain on les aura tous dans notre poche, ça va changer notre vie. Ça va beaucoup intéresser, je pense, les gens qui sont dans le domaine de la santé, à la fois du côté des hôpitaux, mais du côté aussi du financement de la santé. Voilà. Est-ce qu'on peut éviter ça?
vous peut-être, mais vos enfants sûrement pas. Et là, il y a un phénomène démographique qui fait que ça va forcément nous entraîner vers ça. Deuxième objet que je voulais vous montrer, c'est ça. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu, probablement. Michel Serres, c'est un académicien. Petite poussette, pourquoi rapidement, parce que l'anecdote est rigolote. Petite poussette, parce qu'il pense intimement que les prochains leaders sont plutôt féminins que masculins, plutôt des femmes que des hommes. C'est pour ça que c'est petite poussette. Et pourquoi le pouce? Parce que avec son pouce finalement et son smartphone, en 4 clics, on peut toucher la planète entière. C'est-à-dire que les humains sont éloignés de 4 niveaux sur Facebook. C'est rien 4 niveaux. Et là, on retrouve pleinement cette notion d'agilité, de flexibilité, voilà, en 4 petits coups de pouce comme ça, je veux parler à l'humanité. Donc c'est quelque chose d'assez incroyable, qui met de la perspective. Alors on peut se dire que finalement, moi, vous savez, je ne suis pas dans le B2C, je suis dans le B2B, donc ces trucs-là, c'est loin de moi, etc. Mais non, vous ne trompez pas. Les phénomènes générationnels font que de toute façon, les gens que vous recrutez aujourd'hui, ils pensent comme ça. Donc, si vous vous adaptez pas à ça, bientôt vous arriverez simplement à recruter personne. D'accord? Ça, c'est une réalité démographique et sociologique. La deuxième chose, c'est qu'on est tous dans le B2C. Ne vous trompez pas. On est tous dans le B2C. On est tous des fournisseurs, mais au bout de la chaîne, il y a un individu et un client final. Vous voyez, Coca-Cola me vend rarement en direct ses canettes, néanmoins, il me parle à moi. Moi, client final. Moi, client de son réseau de distribution. Pourtant, il s'adresse à moi. Alors, on a beau vendre des instruments électroniques, des outils de chantier à des entreprises en disant que le client final, il est trop loin de moi. Je pense que c'est une erreur que d'imaginer que ce qui va se passer pour le client final ne va pas vous toucher à un moment donné. Et je vais vous donner un petit exemple sur l'évolution de l'innovation. Auparavant, l'innovation, elle se faisait dans les cellules de R&D des entreprises. Et puis on s'est dit un jour, mince, il faudrait peut-être mettre un peu des gens du business là-dedans. Donc on a rajouté les gens du business avec les gens du marketing. Donc finalement, on est passé de 1 à 2 avec le business, 3 avec le marketing. Et puis petit à petit, on s'est dit, ouais, mais c'est pas suffisant parce que finalement, quand je m'appelle Michelin et que je vends des pneus et puis qu'un jour je me dis, je vais vendre des kilomètres, il y a un problème de business model derrière. Qu'est-ce que je vends réellement? C'est quoi l'unité d'offre de tout ça? Comment je l'encaisse? À quel niveau je suis payé? Donc on s'est dit, on va mettre aussi les financiers là-dedans. D'accord? On était auparavant que la R&D, puis on se retrouve avec les marketing, on se retrouve avec les vendeurs, on se retrouve avec les financiers. Puis maintenant, on parle aussi d'autre chose. On se dit finalement, moi je suis fournisseur de Bouygues. Peut-être que je vais faire de l'innovation avec Bouygues, parce que finalement, je ne suis que le maillon d'une chaîne globale qui parle au client final. Donc vous voyez, petit à petit, on rajoute des gens dans ce cercle, et on appelle ça aujourd'hui l'open innovation. On rajoute des gens dans cette réflexion. L'innovation, c'est vos offres de demain, qui finalement, petit à petit, vous amènent vers le client final. D'où ma conviction profonde, c'est qu'on est tous dans le B2C. On le sait ou on ne le sait pas, on est plus ou moins loin de notre client final, mais on a vraiment intérêt à collaborer, à partager ensemble. Donc, pour toutes ces raisons-là, vous ne pouvez pas ignorer ces mouvements-là. Alors, j'ai beaucoup aimé la conclusion du président de l'Imprimerie nationale. Il ne faut pas en avoir peur, je vous l'ai dit, parce que c'est vraiment un gisement de productivité pour vous. Le seul frein à cette productivité, c'est bien de productivité, c'est la vitesse humaine, vous savez. C'est-à-dire que, et c'est un peu agréable de reparler de l'humain au milieu de tout ça, c'est que c'est un peu comme les traders. On a fait des machines de trading haute fréquence, vous en avez entendu parler tous, et puis à un moment donné, on maîtrisait même plus ce que la machine faisait, et elle nous a entraînés dans ces perversions-là. C'est clair qu'on peut arriver à avoir des systèmes qui nous synthétisent de plus en plus les choses, les textes, même de manière automatique, pour accélérer notre rentrée dans les sujets. Mais à un moment donné, le frein physique, ce sera notre physiologie à nous. Alors, là, on pourrait ouvrir d'autres portes, hein. On pourrait parler du transhumanisme, on pourrait parler de la mort, qui à un moment donné, peut-être nous greffera une puce qui nous permettra de comprendre encore plus vite. Je pense qu'on arrivera à ça, et je pense qu'on est juste vous et moi, probablement l'homme de Cro-Magnon de ce que sera l'humanité dans quelques siècles. Mais en tout état de cause, c'est vraiment une opportunité de gagner des points de productivité. Et comme vous l'avez très très bien démontré, pas simplement ça, c'est aussi un gisement de nouveaux business. Voilà, n'ignorez pas ça et ne vous laissez pas capter le business par des gens qui vont se mettre entre vous et vos clients et qui petit à petit vont prendre la valeur. Vous voyez, on a vu ça dans certaines industries comme les télécommunications, dans les télécoms, où
les Alcatel d'hier sont devenus des vagues fournisseurs de choses électroniques. Mais qu'est-ce qui fait de l'argent finalement dans les télécommunications? C'est Apple et c'est Google. Parce que eux, ils parlent au client final. Donc, vous ne trompez pas. Le dernier point, parce qu'on est tous des dirigeants, c'est que c'est complexe. Voilà, c'est une sacrée affaire, ce truc-là. Et c'est peut-être plus compliqué que toutes les révolutions qu'on a pu connaître par avant. Michel Serres dit qu'il y a eu 3 révolutions. Il dit l'invention d'écriture, l'invention de l'imprimerie, et puis aujourd'hui la révolution numérique. Et en plus, il place tout ça, il vous cite Montaigne en vous disant une tête bien faite plutôt que bien pleine, et il vous parle de l'externalisation de la mémoire. En tout état de cause, c'est un sujet excessivement complexe, et nous, dirigeants, c'est quoi la question? Donc c'est la question de la temporalité. Donc nous, notre conviction, c'est que c'est maintenant. Si vous ne le faites pas maintenant, la vague, elle va passer dessous, et derrière, vous allez ramer, et vous allez être obligé de vous transformer dans une situation de crise, avec des attaques concurrentielles fortes. Ça va être très compliqué. Si vous l'anticipez, vous le faites suffisamment tôt, avec suffisamment de sérénité, ça ne veut pas nécessairement dire y mettre des masses d'argent incroyables, mais ça veut dire commencer à vous poser des questions maintenant. Et c'est des questions qui sont excessivement profondes, hein, parce que c'est parmi dans cette révolution numérique, c'est est-ce que c'est le levier du big data, est-ce que c'est le levier du cloud, est-ce que c'est le levier du management, quel levier je vais prendre et pourquoi faire, comment tout ça va impacter mon business model, parce que ça change en profondeur la nature de ce qui est vendu. Donc on voit là qu'il y a une incroyable complexité, et finalement, on est, et je vais conclure là-dessus, on est sur le positionnement d'Adeo qui à la fois est une entreprise qui s'intéresse aux problématiques stratégiques de nos clients. C'est quoi votre stratégie, c'est quoi vos offres, c'est quoi vos problèmes d'organisation, de management, de positionnement, et qui avons aussi une très bonne maîtrise de l'implémentation technique des outils, de comment ça marche. Et finalement, là, on est à la croisée de ces 2 chemins-là, et vous avez besoin vraiment de cette expertise-là et de ce positionnement-là. Alors, qu'est-ce qu'on propose autour de ces thématiques-là? On propose finalement, on va dire, 3 grands volets. Premier volet qui est un volet d'évangélisation, c'est-à-dire que selon le niveau de maturité de votre organisation, on peut venir évangéliser les COMEX pendant 3 heures, une journée, 2 jours. Voilà, pour essayer de les sensibiliser, leur faire prendre conscience de l'intérêt de ces choses-là. On peut faire des études d'opportunité. Les études d'opportunité, c'est essayer de répondre à la question finalement, quel levier je vais activer demain et sur quelle thématique, et qu'est-ce que ça va me rapporter, parce que finalement un dirigeant, c'est cette question-là, mais qu'est-ce que ça va bien me rapporter, qu'est-ce que ça va améliorer, c'est comment je vais le faire, mais c'est qu'est-ce que ça va me rapporter. Donc entre le big data, le cloud, qu'est-ce que je vais choisir, et sur quelle thématique, et puis après toutes les questions autour de suis-je propriétaire de mes données, puis-je les revendre, les points juridiques, les points après de votre maturité technique pour être capable de mettre en œuvre ces bouleversements. Donc, évangélisation, étude d'opportunité, évidemment accompagnement et mise en œuvre, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est d'être challengé sur le résultat, et c'est de vérifier ensemble qu'à horizon d'1 an, 2 ans, vous avez gagné 20%, 30% de productivité, vous avez augmenté votre business sur des marchés que vous n'imaginiez même pas quelques mois auparavant, vous vous êtes ouvert des portes de développement, de manière à ce que votre entreprise continue sa croissance, ne se fasse pas attaquer, et donc soit plus pérenne. Voilà. Voilà, on arrive à la fin de notre événement. J'espère que ça vous aura intéressé. Ce petit voyage dans le futur. Ce petit voyage dans le futur, comme dit Pierre. Si vous avez des questions à poser aux différentes personnes qui sont intervenues, n'hésitez pas. Si vous souhaitez prendre également un ticket réglementaire, vous êtes bienvenu. Et vous verrez, quand vous partirez, on a disposé avant la sortie des clés USB pour trouver un certain nombre de documents qui parlent du big data, de présentation de la société. Ceux qui ne sont pas complètement passés encore dans le numérique, on les a également imprimés. Vous pouvez également partir avec. C'est plus rassurant. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Néo, ça veut rien dire. En fait, mais je vais vous donner quand même l'histoire du mot. C'est que quand on a créé la boîte, on voulait appeler le cabinet Néo qui gère nouveau, parce que c'était arrivé à penser en route. Sauf qu'à l'époque déjà, nous, j'ai déposé le formulaire. Je suis d'origine grecque, c'est une métier qui est martiale, qui est bien, mais où on a passé son livre, on a mis